Nous commençons ce soir le cours de philosophie morale. Alors pour votre tranquillité, c'est un cours qui va être beaucoup plus facile, spéculativement moins ardu et j'espère humainement plus appétible, comme on dit. Alors, ça nous occupera au moins 2 séances, la philosophie morale. Qu'est-ce que la morale ? Alors pour nous dire qu'est-ce que la morale, il faut d'abord voir quel est l'objet de la morale, dire un petit mot sur sa finalité et enfin voir quelle est sa méthode. Quel est l'objet de la morale ? Alors l'objet de la morale, d'abord on parle, comme on dit, d'objet matériel. La morale s'intéresse à l'homme. Alors la grande question c'est, mais quelle différence y a-t-il entre la philosophie morale et la philosophie de l'homme ? C'est une question qui est importante, qui je crois d'ailleurs grève toutes les sciences humaines d'une certaine ambiguïté, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Eh bien, ce qui permet de distinguer la philosophie de l'homme et la philosophie morale, c'est le point de vue sous lequel l'homme est considéré. La philosophie de l'homme va s'intéresser à la nature de l'homme, elle va chercher à déterminer qu'est-ce que c'est qu'un homme. C'est un point de vue qui est, comme on dit, spéculatif. On va étudier l'homme en sa nature. Alors que la philosophie morale présuppose cette connaissance de l'homme et cherche à déterminer quel est l'agir, quelle est l'opération de l'homme. Et quelle doit être l'opération de l'homme. Sa finalité, la finalité de la morale, c'est non plus la recherche de la vérité, à savoir est-ce que vraiment l'homme est libre, est-ce que vraiment l'homme a une âme immortelle, est-ce que l'homme a une intelligence, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal ? C'est donc plus comme telle la vérité sur l'homme, mais présupposant cette vérité, ça va être de déterminer quel est le bien de l'homme. Et c'est pour ça que le point de vue de la morale est un point de vue pratique. Et il est finalement erroné de parler de science morale. La science a pour finalité la vérité. La morale ne cherche pas à établir une vérité, ça n'intéresse pas la vérité. La morale c'est du concret, c'est du pratique, c'est du vécu. C'est comme un médecin, si vous voulez, un médecin, il doit d'abord avoir des connaissances spéculatives, si possible. Quand je sais pas, un chirurgien qui ouvre un ventre, comme intéressant de savoir que le cœur est à gauche. Un ventre, le cœur n'est pas dans le ventre. Il est intéressant de savoir que l'appendicite n'est pas, en l'occurrence, à gauche, mais plutôt à droite. Encore que dans un cas sur 1 million, l'appendicite soit du côté gauche, ce qui est un petit peu gênant. Mais donc, le médecin, dans son agir, présuppose une connaissance, mais sa finalité n'est pas, lorsque le chirurgien ouvre un ventre, c'est pas de dire « Oh, youpi, je vais enfin pouvoir apprendre mon anatomie sur le tas ». Parfois, c'est vraiment sur le tas, d'ailleurs. Sa finalité, c'est le bien du patient, en l'occurrence, sa santé. Donc il y a bien une différence entre le point de vue du vrai et le point de vue du bien. Et vous percevez que, naturellement, le bien présuppose le vrai. Enfin, quelle est la méthode ? Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Quelle est la méthode suivie en morale et de manière plus générale dans les disciplines pratiques ? Dans une discipline spéculative, puisque pratique s'oppose à spéculatif, la méthode est une méthode d'analyse. Je vais découper le corps humain en différents organes et je vais m'intéresser à chacun des organes. Ou bien je vais observer et analyser chacune des facultés de l'homme. Donc j'observe les faits et j'essaie de déterminer les causes. Mais j'observe les faits. Et d'abord je suis fidèle aux faits. Si les faits vont contre ma théorie, c'est les faits qui ont raison.
Si je dis l'homme n'a pas de corps, je pars mal. Donc je m'intéresse d'abord aux faits. En morale, la méthode n'est pas la même. Puisque le point de vue est pratique en morale, nous n'allons pas procéder par analyse. Quand j'agis, comment est-ce que j'opère quand j'agis? Je pose une finalité. Par exemple, je veux aller à Bordeaux. Et après ça, je détermine les moyens pour atteindre la finalité. Comment aller à Bordeaux? Ben, je suis médecin, je dis, je veux sauver ce patient qui a 39 de fièvre. Bon. Ayant déterminé ma finalité qui est la santé du patient, je vais déterminer les moyens. Et comme on dit, la méthode va être compositive parce que je vais composer les moyens avec la finalité que je me suis assignée en premier. Et c'est tout à fait différent. Un exemple qui va vous le montrer tout de suite. Il y a deux regards sur l'avortement. On pourrait dire qu'il y a le regard sciences humaines, le regard sociologique, qui va être de dire, actuellement, combien de personnes se font avorter? Statistiquement, sur la Terre, il y a 1 avortement par seconde. 1 à 2 avortements par seconde. Il y a entre 30 et 70 millions d'avortements par an. Si par ailleurs je fais une interview, 70-80% des gens sont favorables à l'avortement. Si mon point de vue est spéculatif, j'enregistre le fait, et je dis le fait actuel c'est que l'avortement est complètement passé dans les mœurs, quasiment tout le monde est d'accord, puisque c'est ce qui est le plus fréquent qui correspond à la réalité, l'avortement est une réalité. Et je passe aussitôt en disant l'avortement est une réalité morale, puisque la réalité morale, c'est ce qui intéresse l'agir. Donc vous vous rendez compte que si j'utilise une méthode spéculative à une matière qui elle-même est pratique, à savoir les opérations humaines, je conclus des choses qui peuvent être parfaitement immorales. Parce que je ne ferai qu'analyser et entériner ce qui est fait. Mais le problème, c'est qu'en morale, il ne s'agit pas seulement d'analyser ce qui est fait, il s'agit de dire quelle est la finalité et quels sont les moyens pour y parvenir. La finalité, par exemple, c'est le respect de l'homme, et si la fin c'est le respect de l'homme, les moyens pour y parvenir, c'est notamment le respect de la vie humaine. Ah, ça change tout. Et à ce moment-là, à partir de ce critère-là, je dirais, ben non. L'avortement qui met la fin à une vie humaine innocente n'est pas moral. Mais là, le point de vue n'est plus un point de vue d'analyse, c'est un point de vue de composition entre une fin, qui est le bien humain, et les moyens. Je ne détaille pas plus, c'est un domaine qui est vaste et complexe. Mais rentrons directement dans la morale elle-même. Alors, comme je viens de vous dire, la méthode morale consiste à déterminer la fin et, après ça, donner les moyens pour parvenir à la fin. Ça nous dicte donc le plan du cours. Nous allons voir la finalité. Ça va nous occuper toute la soirée. Et la semaine prochaine, nous verrons les moyens. La finalité de l'agir humain, c'est ce qu'on appelle aussi autrement le bonheur. Donc nous allons voir aujourd'hui le bonheur. Pour ça, nous allons procéder en 2 temps. D'abord, nous allons voir l'existence du bonheur, et deuxièmement, quelle est sa nature. Pour voir l'existence du bonheur, il faut d'abord partir d'une notion très générale de la finalité, et après ça, nous préciserons au fur et à mesure. Alors, premièrement, il faut voir que nos actions humaines ont une fin. F-I-N. Ne confondons pas. C'est l'histoire de ce vieux moine à la fin de ses jours, qui était mourant, puis il y a ses frères qui s'approchent de lui, et puis il y en a un qui s'approche plein de compassion, qui lui dit
Oh, mon pauvre, parce qu'il râlait le pauvre moine, c'est la faim. Et le moine répond, oh non, c'est la soif. C'est la faim éphienne. Alors, il faut se rendre compte, c'est une notion extrêmement importante, toutes nos opérations humaines ont une fin. Vous vous rappelez la fable de La Fontaine? En toute chose, il faut considérer la fin. C'est une notion qui est une évidence et pourtant qui est bien perdue. Je pense par exemple à la formation qu'on peut recevoir dans certaines écoles de commerce ou bien certaines écoles administratives assez célèbres. Quand on étudie par exemple une société ou une entreprise, on étudie sa structure. Alors ça, on est absolument hyper compétent en matière de structure, d'échange, de statistiques, comment se font les entrées, comment se font les sorties, etc. Et quand la personne arrive dans une entreprise, alors oui, ça, hyper calé en matière de mécanisme, mais la question toute simple de savoir d'abord pourquoi est-ce qu'il y a une entreprise, à quoi sert-elle, quels sont les besoins, notamment des ouvriers par rapport aux clients, etc. Ce sont des questions qui ne sont absolument pas abordées. C'est très frappant de voir qu'on estime que la question de la finalité, pourquoi est-ce qu'une entreprise fonctionne, c'est laissé à l'opinion de chacun. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait dangereux du point de vue de la méthode. La première des choses importantes dans une opération, c'est d'abord son pourquoi. Quand vous voulez agir, la première des choses, c'est de vous dire, mais avant de vous dire, mais je vais quelque part, mais d'abord, mais est-ce qu'il faut que j'y aille? Donc la première des notions, c'est d'abord, quand on veut agir, c'est de savoir pourquoi et quelle est la fin de l'action que j'ai à poser. C'est très frappant de voir que bien souvent on se tracasse sur ce que l'on doit faire, et notamment sur les moyens, alors qu'on n'est même pas sûr de la fin. Bon, oui, ce serait pas mal que je parte en vacances, ouais, d'accord. Bon, puis aussitôt en train de dire, oui, mais attention, maintenant c'est pas possible, parce que d'abord, si j'y vais en voiture, c'est verglacé, mais si je vais en train, ça coûte un peu trop cher, etc. Oui, mais vous ne savez même pas encore si vraiment vous voulez partir en vacances. Et c'est très frappant que bien souvent, on intervertit le choix, que on s'intéresse déjà aux moyens, alors qu'on n'est même pas sûr de la finalité. Or, c'est la finalité, on va le voir, qui est la cause de tout le reste. C'est Platon qui parle dans un célèbre dialogue que je vous conseille de lire un jour quand vous aurez le temps, dans vos loisirs philosophiques, un dialogue qui s'appelle Le Banquet. Il nous dit l'éros qui veut dire l'amour. Il dit que l'éros, c'est comme une échelle par laquelle l'homme atteint sa finalité. Et donc, on en parlera tout à l'heure, que la finalité, donc, c'est ce qui mobilise toute vie, ce qui l'épanouit, on le verra aussi, et que donc, l'éros elle-même met en branle l'homme. C'est aussi intéressant de voir que Aristote, dans son éthique, il s'appelle l'éthique à Nicomaque, parce que son fiston s'appelait Nicomaque, Aristote, au début de son éthique, dit « Toute chose désire une fin ». On l'avait ébauché en philosophie de la nature, mais c'est la plus forte raison vraie pour l'homme. C'est tout ce que nous montre la psychologie contemporaine quand elle parle des motivations. Je suis toujours très frappé de voir que quantité d'étudiants commencent une vie d'étudiant sans savoir pourquoi est-ce qu'ils doivent faire telle ou telle chose. Beaucoup de gens se lancent même dans la vie professionnelle sans se poser la question fondamentale de savoir mais pourquoi est-ce que je fais ça? Le pourquoi, c'est la question de l'homme intelligent, vous savez. Le pourquoi, c'est vraiment la question intelligente par excellence, qu'on se pose très rarement. Le pourquoi. Mais pourquoi je fais ça? Et bien souvent, les gens vont dire s'arrêtent, ils travaillent mécaniquement, ou bien ils font telle école mécaniquement, et tout à coup, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas motivés, puis ils baissent les bras. Alors que dans une vie, la première des choses à faire, ça m'appelle l'évangile, on s'assoit, et on se demande d'abord pourquoi est-ce que je dois faire ça. Mais est-ce qu'il faut que je le fasse? Ça fait penser à la parole d'Edison. Vous connaissez Edison qui disait « Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration ». Je crois qu'on pourrait inverser la formule pour la vie morale, et pour notre vie tout court. Dans notre vie, il faut d'abord 99% d'inspiration. Et même, je dirais, d'aspiration par la finalité. Et après ça, on peut transpirer. Mais pour transpirer, d'abord, mettons-nous en face notre finalité.
Hein, au début de toute espèce de vie, notamment de toutes les vies de, je pense, les grands savants ou les grands chercheurs ou les grands hommes en général, et nous sommes tous appelés à devenir des grands hommes, il y a une inspiration de fond. Il y a quelque chose de fond. Il y a une espèce d'intuition qui va mobiliser toutes leurs énergies. Il y a un besoin de finalité dans nos vies. Regardez un malade mental. C'est très typique de voir que les malades mentaux sont justement des gens qui sont comme écartelés, qui sont comme éclatés. J'étais frappé de voir un rapport sur les jeunes de 18-22 ans qui montrait que sur les jeunes de 18-22 ans, il y avait 220 000 qui avaient ce que l'on appelle des projets de vie. Des projets de vie, donc ils savaient ce qu'ils faisaient sur 2 jours maximum. Ils vivaient quasiment au jour le jour. Pas de but, pas de fin. Hein? On pourrait dire qu'aujourd'hui, on meurt par explosion, littéralement. Hein? On n'a pas de fin, on veut dire, ma finalité, ça va être ce week-end, bon, j'ai un super film à la télévision, très bien, le week-end d'après, j'ai une petite sortie à la campagne, etc. Puis voilà, on accumule des petites finalités, les unes au bout des autres. C'est tout le caractère un petit peu, je dirais, pervers du livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, on a tiré un film, qui est bien pire d'ailleurs, d'Umberto Eco, qui s'appelle Le nom de la rose. Hein? Le fond, c'est de montrer qu'il n'y a pas de finalité. Les crimes, vous savez, qui se passent dans l'abbaye au jour le jour, veut dire, se succèdent sans aucune espèce d'ordre. Très frappant. Ah, justement, c'est toute la thèse qui est sous-jacente au texte de Camus. Il n'y a pas de finalité à la vie humaine. La finalité se fait en se faisant. Elle est au jour le jour. Alors que non, il y a une fin. Je ne sais pas si j'ai déjà donné l'étymologie. Hein. Donc nous sommes orientés, la vie a un sens, il y a une orientation, hein, et que justement celui qui n'a pas de fin, qui n'a pas d'orientation, pas d'orient, il est dans le désastre. Hein, il n'y a pas d'astre qui le dirige. Et c'est frappant de voir qu'un malade à qui on annonce une maladie un peu grave, comme on dit, il est sidéré. Parce que justement, la sidération, le sidère, c'est l'astre, et que la sidération fait que il ne voit plus que sa maladie. Il ne voit plus que cette fin qui lui paraît saturer son champ de conscience, et qui, comme telle, justement, mobilise toutes ses énergies affectives, notamment. Alors, donc, je vous le dis, toutes nos opérations ont une fin. C'est ce qui explique leur raison d'être et leur existence. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette fin ? De manière générale. Mais c'est les Grecs qui nous ont montré ça. La fin, c'est ce qui donne un sens. Vous vous rappelez, quand on a parlé de la fin comme cause des causes, quand je fabrique une scie, c'est parce que je veux que la scie coupe, que je ferai qu'une scie sera en métal et non pas en chewing-gum, que je ferai en sorte que la scie soit dentelée et non pas lisse, etc. Donc c'est la fin qui est la cause de tout le reste. La fin qui structure tout mon agir. C'est la finalité qui est la cause de tout ce que je fais et qui va expliquer tout l'ordre des moyens. Si je dis, bon, je viens ici ce soir à la Trinité, je vais organiser ma journée en fonction du terme que je me suis fixé. Très important donc de voir que c'est la finalité elle-même qui va décider de tout le reste. Hein, la finalité est la cause de tout le reste. C'est la finalité qui met en place tous les moyens. Et ça, c'est important. Alors ça, marquez ça et soulignez-le. Je suis responsable. Et moi seul est responsable de la finalité. Personne d'autre ne peut choisir votre finalité à votre place. Personne. Très important. Hein, c'est Karol Wojtyła, dans son livre Amour et responsabilité, qui est un très beau livre que je conseillerais. Karol Wojtyła, c'est le nom du pape, hein, quand il n'était pas encore pape. Il a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Amour et responsabilité, qui est un livre facile à lire, hein, que vous pouvez lire sans difficulté, notamment la première partie. Il montre bien que la caractéristique même de l'homme, comme il dit, c'est cette capacité à l'autodétermination, à se déterminer soi-même.
Et c'est important parce que votre finalité, c'est vous qui devez l'assumer. Il y a tellement de blessures, etc. Mais c'est pas moi qui ai voulu faire ce travail, c'est mes parents qui m'ont dit ça, ou je sais pas, ou bien non, c'est parce que j'ai voulu faire plaisir à. Attention. Personne d'autre n'a à choisir à votre place et c'est vous qui devez décider. Même si c'est par amour pour quelqu'un, c'est vous qui choisissez, c'est personne d'autre qui choisit à votre place. Il n'y a rien de plus terrible que l'espèce d'obéissance aveugle. On m'a dit, je le fais. L'obéissance, on en parlera la prochaine fois, est une très bonne chose si elle est faite en pleine lumière. L'obéissance n'est pas la démission de sa responsabilité. Jamais, au grand jamais. Parce que la démission de sa responsabilité, c'est la démission de son humanité. Une des choses les plus profondes qui vous caractérise, c'est votre capacité, ce qu'on appelle justement la liberté, d'autodétermination. Ça, c'est vital. Même le directeur de banque à qui le cambrioleur braque un revolver dans les reins, lui dit « Ouvrez votre coffre ». S'il ouvre le coffre, c'est quand même bien lui qui, avec sa volonté, décide d'ouvrir le coffre. Bon, qu'il y ait des circonstances atténuantes, tout le monde le concède, mais c'est quand même lui qui ouvre le coffre et qui se détermine. La preuve, c'est qu'il pourrait très bien ne pas le faire. Donc il y a en nous une capacité à poser des actes, et notamment une capacité à décider de la finalité. Et donc c'est vous qui êtes responsable de la finalité que vous posez dans votre vie. Ah oui, vous vous rendez compte du poids de responsabilité de votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire de votre vie. On en reparlera des déterminations, mais sachez que les conditionnements n'agissent pas à ce niveau-là. On en reparlera des conditionnements. Ah oui, mesurez le poids de votre humanité. On n'est pas des animaux. L'animal, lui, sa finalité, elle est déterminée déjà. C'est intéressant de voir que l'animal ne décide pas de sa finalité. Elle est fixée par l'instinct. Il faut assumer ses choix. C'est un peu trop rapide de parler des aliénations. On est tous un petit peu comme une certaine personne qui disait « Oh, c'est pas moi qui ai pris la pomme, c'est l'autre. » On est tous comme ça en train de se déresponsabiliser. On est toujours à avoir ce mouvement-là à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas moi qui ai fait le geste, c'est l'autre qui m'a poussé à. C'est très bien vu ce que nous dit la Genèse. Vous êtes ce que vous voulez être. Vous êtes ce que vous voulez être. Donc tout le travail, c'est un travail de prise de conscience. Quelle finalité me suis-je assigné à ma vie ? Et enfin, après avoir vu donc que nous avons une finalité à nos actes, que deuxièmement, cette finalité est ce qui structure nos différents actes, il faut se rendre compte qu'il y a une finalité première à tous nos actes. Non seulement chacun de nos actes a une finalité, actuellement votre finalité c'est d'essayer de copier sans avoir de crampes de poignet, c'est très méritoire, mais c'est quand même pas la finalité ultime de votre vie, je le souhaite. Eh bien, il faut savoir qu'il y a une finalité ultime, il y a une raison au-delà de laquelle vous ne remontez pas, et qui est la raison pour laquelle vous agissez, et qui est la raison de tous vos actes intermédiaires. Pour simple raison que s'il n'y avait pas de finalité ultime, vous n'agiriez pas. Il faut bien que vous puissiez arriver à une fin, il n'y a pas de régression à l'infini. Et justement, c'est la définition nominale, cette fin première, c'est ce que l'on appelle le bonheur. Alors c'est autre chose de savoir qu'est-ce qu'il y a sous le bonheur, on en parlera après, mais au niveau du nom, simplement, on appelle bonheur la finalité ultime pour laquelle on agit. Alors parfois ça va pas très loin. Gaston Lagaffe, c'est vrai, c'est de faire une farce à Montarin. Bon, c'est pas très très noble, c'est pas très très motivant, mais bref, il a quand même une finalité pour laquelle il agit. Et on rappelle la parole de Pascal quand il dit « Tout homme recherche le bonheur ». Parce que donc cette finalité, c'est ce que tout homme recherchera. Pascal dit, dans une des pensées, « Tout homme recherche le bonheur ». Et c'est frappant quand il dit « Même celui qui va se pendre recherche le bonheur ». Parce que s'il n'y trouvait pas le bonheur dans la disparition de la vie, il n'irait pas se pendre. Et donc,
là encore, vous vous rendez compte, mais quel est le bonheur que je me suis mis, quelle est la finalité ultime me suis-je mis au terme de ma vie? Alors ça peut être plus ou moins confus, c'est vrai, ça peut être plus ou moins explicité dans nos esprits, mais ça existe. Il faut se rendre compte que plus cette finalité ultime est unifiée, et plus elle unifie notre vie. C'est elle qui va décider de tous nos actes. Alexandre le Grand avait un but, et c'est ça qui a motivé toutes ses énergies, justement. Si la finalité est une, ça va motiver tout ce que... Si vous êtes dispersé continuellement, oh, ça me dirait bien de faire ça, ça me dirait bien de faire ça, c'est évident que votre vie va être dispersée. Le diable, c'est celui qui divise, justement. Votre vie va être dispersée, et n'ayant aucune espèce d'unification, vos énergies vont être complètement dilapidées. Alors que le bonheur, justement, a une fonction. Et c'est ça la force de la finalité. La finalité, c'est pas seulement qu'un terme vague et confus veut dire qu'on essaye d'atteindre. Non, c'est d'abord une force d'unification de toutes nos énergies. Je décide de faire ça, et c'est ça finalement la racine même de la vocation. Votre première vocation, c'est le bonheur. Ça étonne toujours de voir que quand on ouvre la somme de théologie de saint Thomas, c'est la partie morale, ça ouvre, la première partie, c'est le traité du bonheur. Vous êtes fait pour le bonheur, c'est votre vocation. Ah oui, vous n'êtes pas fait pour... comme disait Léon Blois, cette vie qui est un pactole de larmes. Oui, d'accord. C'est pas ça. Non, non. Le but de notre vie, c'est le bonheur, et le bonheur, justement, c'est la finalité qui va motiver tout, et qui va attirer toute chose. Un dernier point, et ça me fait penser à quelque chose, je crois que c'est un petit peu le sens, je crois que ce serait intéressant de se poser la question, quelle est la devise de notre vie? Vous savez, les grands hommes avaient tous des devises. C'est intéressant de savoir quelle est la devise de ma vie. Est-ce que vous pourriez donner une devise à votre vie? Ça vous dirait un petit peu, est-ce que vous avez déjà réfléchi sur le sens particulier, unique, que vous donnez sur votre vie? Quelle est la fin? Un dernier petit point. Quelle est l'attitude que nous avons par rapport à notre fin? Comment appelle-t-on cette attitude? Jusqu'à maintenant, nous avons vu la fin comme objectivement, mais maintenant, l'attitude que j'ai et que j'adopte par rapport à la fin, eh bien, on peut la résumer en deux opérations. Premièrement, la fin m'attire. La fin attire. Donc la première attitude que j'ai par rapport à la finalité, c'est une attitude de désir. Faut percevoir que en tout homme, il y a un désir de bonheur. Très important ça. En tout homme, il y a un désir d'une finalité ultime. On peut travailler avec ce désir. Pourquoi? Parce que la fin, et ça c'est vital à comprendre, la fin se présente comme un bien. Il y a identité entre fin et bien. C'est parce que c'est un bien que justement c'est une fin, sinon je ne le ferai pas. Et donc, le désir est inscrit au cœur même de tout ce que nous sommes, et c'est important de se rendre compte que nous ne devons pas étouffer le désir dans nos vies. Je pense à quelqu'un qui est ici présent qui me disait que elle avait le désir de savoir, cette personne, et qu'on avait systématiquement étouffé. On disait, quand on posait des questions en cours par exemple, mais pourquoi c'est comme ça? T'occupe pas, c'est pas ton problème. L'important, tu notes la formule, et avec la formule, tu essaieras de rentrer dans ce qu'on te dit. Et tu essaieras de résoudre les problèmes. Et donc, on étouffait systématiquement son désir de savoir. Mais je suis désolé de le dire, c'est quelque chose de profondément déshumanisant. Le désir, contrairement à ce que nous disent les maîtres du soupçon, Freud, etc., le désir est une dimension constitutive de notre vie. Nous sommes des êtres de désir. Et pour aller plus loin, quelqu'un qui disait ça, que vous connaissez certains d'entre vous, ami, n'arrête pas ton désir. Et pour gloser ça, on pourrait dire,
vous valez ce que vaut votre désir. Rien ne s'est fait de grand dans le monde sans un grand désir. Vous valez ce que vaut votre désir, ça c'est certain. Dans n'importe quel domaine, c'est certain que un Hitler, je veux dire, avait un effet. Il était sacrément motivé. Le mot sacrément n'étant pas très très bien utilisé, en l'occurrence. Mais donc, la motivation se caractérise par le désir, et c'est ce désir, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Le désir vous fait capacité. Donc il faut refuser ce soupçon, il faut avoir des cœurs désirs en tout domaine. Ça commence par... il n'y a pas de petit désir. Je veux tout. Donc, réalisons bien que la fin est un bien, donc d'abord on le désire. Et deuxièmement, c'est encore plus beau, la fin et le bonheur sont objets d'amour. Ça c'est important. Le mouvement, la fin et le bonheur sont objets d'amour, le mouvement par lequel je tends vers un bien et une fin, c'est par définition ce que l'on appelle l'amour. L'amour est ce mouvement par lequel je tends vers un bien. Ça peut être très simple, ça peut commencer par j'aime la planche à voile jusqu'à j'aime quelqu'un. À chaque fois, c'est un mouvement par lequel je tends vers un bien. Ce qui veut donc dire que, puisque le bonheur est inscrit au centre de la vie humaine, ou de la vie morale, c'est pareil, eh bien, l'amour est inscrit au centre de la vie morale. Puisque le bonheur est fait pour être aimé, que l'homme est fait pour aimer, l'amour, c'est le cœur même de notre vie humaine. Tous mes actes sont faits pour être posés par amour. Pourquoi ? Parce que je dois poser tous mes actes en vue d'une fin. Et cette fin-là, si elle m'attire, c'est parce que je l'aime. Donc c'est comme tel l'amour qui est au cœur, c'est pas le devoir. Le devoir, c'est une caricature de la morale, profondément. Je dirais, il y a le devoir lorsque la fin est toujours présente et que l'attirance de la fin est perdue. Alors c'est une espèce de mécanisme qui va fonctionner, tout seul, comme un vide, parce qu'il faut que je le fasse. Mais l'attirance du bien est complètement perdue. Bon, faut que j'aille travailler, ok, allez, on met un pied devant l'autre, puis on recommence, puis on y va. Où est l'amour là-dedans ? Je veux dire, c'est profondément déshumanisant que de fonctionner sur le devoir. Alors, à nous de vérifier un petit peu tout ce qu'on fait par devoir. Voilà. Et retrouvons une dimension intégrale d'épanouissement. Parce que l'amour, naturellement, ça épanouit, ça dilate. Rappelons de voir que l'angoissé, vous savez que le mot angoissé, en latin, ça vient de angor, qui veut dire étroit. On est rétréci quand on est angoissé. L'angine de poitrine, justement, c'est les vaisseaux qui rétrécissent, les vaisseaux du cœur qui rétrécissent. Alors que la joie, ça dilate. La joie, en plus, c'est un extraordinaire mécanisme anti-gaspillage. Un visage crispé, ça fait fonctionner 80 muscles, alors qu'un visage joyeux, c'est 8 muscles seulement qui fonctionnent. Vous voyez un petit peu, C'est très beau donc de voir que... Et donc, l'amour, je pense à la parole d'Augustin d'Hippone, Saint Augustin, qui disait présenter des noix à un enfant. Des noix, le fruit. Présenter des noix à un enfant. Qu'est-ce que fait l'enfant ? Sa main se porte spontanément vers les noix. Il dit, mais comment ça se fait ? Quel est le fil que je ne vois pas, ce fil invisible par lequel sa main est comme attirée vers les noix ? Ce fil invisible, dit-il, c'est l'amour. L'amour, c'est ce fil invisible qui, à chaque instant de notre vie, nous tire en avant. Donc nous venons de voir que l'homme a une fin ultime, et qu'on donne à la fin ultime le nom de bonheur. Et que ce bonheur est fait pour être aimé, que l'homme est fait pour aimer. Maintenant, quelle est la nature du bonheur ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que si je pose la question dans la rue, à chacun son opinion. Alors, je ne sais pas, il y en a qui va me répondre par ce qu'il dit ou par ce qu'il est. L'argent. Moi d'abord, je veux avoir de l'argent. Après ça, je ferai ce que je voudrais, mais d'abord l'argent. Alors, je veux dire, ça c'est rare qu'on le dise comme tel,
mais un signe qu'on le vit, c'est que mon premier souci, c'est d'abord d'avoir de l'argent. Ça peut d'ailleurs se vérifier dans nos vies, je veux dire. Hein. Ma première inquiétude, c'est est-ce que j'ai assez d'argent? Mais au point que ça vient occuper justement toutes mes préoccupations. Je ne cherche que ça. Donc, une première finalité, ça pourrait être l'argent. Une deuxième, alors là, qui est beaucoup plus fréquente aujourd'hui, le but de ma vie, c'est le travail. Mon bonheur, c'est le travail. Ça se caractérise, là encore, par tout est ordonné au travail. Ah, c'est très caractéristique, ça. Le nombre de gens qui finalisent toutes leurs énergies par le travail, par exemple, leurs lectures se feront en fonction de leur boulot. Ils ne liront rien d'autre que ce qui concerne leur travail. L'informaticien qui fera que l'informatique, alors. C'est bien. Le polar, quoi. Le polar qui est polarisé par son boulot. En imaginant, alors, il y a quelque chose de plus fin derrière, en imaginant que, alors ça c'est quelque chose d'assez tragique, je suis dans ce que je fais. Alors ça, il y a tellement de gens aujourd'hui qui estiment que l'accomplissement de leur être passe par leur travail et par leur faire, par leur œuvre. Je ne serais, et derrière, l'envie d'être reconnu. Il faut que je produise. Alors ça, en plus, c'est davantage inscrit dans la structure même de l'homme avec un petit H, par opposition à la femme. Hein, cette volonté de... Et notamment, un des grands critères, c'est le nombre de personnes qui font passer leur vie de famille après leur travail. Bon, pour l'instant, c'est mon travail qui compte. Non, t'inquiète pas, dans 10-20 ans, quand j'aurai une bonne place, là, je m'occuperai de mes enfants, etc. Pour l'instant, occupe-toi de tes enfants. Et beaucoup de personnes pour qui, justement, des valeurs beaucoup plus importantes, on le verra tout à l'heure, comme l'amitié, etc., passent après le travail. Troisième type de conception que l'on rencontre fréquemment aussi, bon, le bonheur, c'est dans les biens sensibles, c'est dans la bonne chair, par exemple. Ou bien, de manière plus crue, hein, dans le concubinage tous azimuts, même pas concubinage, je veux dire la vie dissolue, la vie de patachon. Mon plaisir, c'est mon tableau de chasse. On connaissait quand j'étais à l'armée, c'était une par jour, ça remplissait toute la semaine, puis ça tournait. C'est Don Juan, ça. Ou bien sinon, ça va être non plus le concupiscible comme tel, mais l'irascible, c'est la vie à 100 à l'heure. Hein, c'est James Dean. Hein, c'est des sensations fortes. Il faut vivre dangereusement. Alors, la vie, c'est le risque. Très bien. Il faut grimper, faire du solo. Vous savez, le solo, c'est l'ascension sans rappel, sans rien du tout, sans assurance. Patrick Edlinger. Cinquième type de conception du bonheur, on aura le bonheur, c'est la puissance, c'est la puissance, c'est les honneurs, c'est la gloire, être reconnu. Ah. Je voulais être maréchal de France, je ne suis que maréchal des logis. Grande tristesse. C'est être à l'Académie française, bon. Autre conception du bonheur, la recherche intellectuelle. C'est le chercheur à toile d'araignée incorporée, hein, comme on en rencontre pas mal. Avoir la Bibliothèque nationale chez soi, hein, donc le travail intellectuel. Et puis, quand même, peut-être plus séduisant, où il y a aussi la recherche de la justice, de la liberté, veut dire l'engagement social. Hein. Bon, notre conception, puis la conception, le bonheur, c'est dans l'amitié. Avoir une amitié ferme, stable. Bon, puis la plus belle forme d'amitié est dans l'amitié conjugale. Donc, mon bonheur dans ma vie de famille. Et puis, on pourrait dire, c'est pas exhaustif, mais ça donne quand même un bon panorama. Et puis, ultimement, donc, le bonheur en Dieu. Le bonheur recherché dans l'amour de Dieu.
Alors, est-ce que vraiment c'est chacun son opinion pour le bonheur? Donc on a vu un petit éventail, là, est-ce que chacun peut choisir ce qu'il veut? Il paraît pas quand même, hein. D'ailleurs, la preuve, c'est que d'abord, dans tout ce que je vous ai proposé, il y a quand même pas mal de voies de garage. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas heureux. Don Juan, je suis désolé, ou Harpagon, hein, encore un sou dans sa cassette. C'était pas véritablement le nirvana, hein. Puis, quand on voit justement ce que nous propose Camus, bien souvent les gens sont désespérés, bien souvent les gens me disent, mais quel bonheur, hein. Et bien des bonheurs que je vous ai proposés tout à l'heure sont des bonheurs fugaces qui ont une espèce de goût d'amertume. Alors, parce qu'en même temps, il y a une espèce d'escalade, hein. La grande bouffe, par exemple, on cherchera toujours plus. Une escalade que l'on verra tout à l'heure, qui a un sens enraciné dans l'humain. Donc on se rend bien compte que ça, c'est pas satisfaisant de dire chacun son bonheur. Parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens véritablement heureux. Vous savez qu'en France, la France, triste record, est le premier pays en matière de consommation de sédatifs, de manière générale, de psycholeptiques. En matière donc de sédatifs et d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, etc., de somnifères. On consomme 3 fois plus que ce qu'on considérait comme le champion tout hors catégorie, les États-Unis. On en bouffe 3 fois plus que les États-Unis. Effrayant, hein. Donc pour vous dire, si on vous dit qu'aujourd'hui c'est la société, vous savez, j'avais un interview là-dessus, aujourd'hui le jeune est sans problème, sans etc. Oui, d'accord, mais alors qu'est-ce qui engraisse comme ça les sociétés les sociétés pharmaceutiques de psycholeptiques, hein, je me demande. Donc, manifestement, le bonheur n'est pas une denrée extrêmement fréquente. Alors, quelle est la juste conception du bonheur? On va essayer de découvrir ça par petites touches successives. En l'occurrence, en 4 étapes. Premièrement, le bonheur est une activité. C'est au moins une leçon qu'on peut tirer de tout ce que l'on a vu avant. Le bonheur ne consiste pas dans un état, d'abord. Le bonheur, c'est pas, par exemple, d'avoir de l'argent comme tel. C'est de pouvoir utiliser l'argent. C'est tout à fait différent. Le bonheur, c'est pas le farniente, c'est pouvoir faire des choses. Et toutes les conceptions qu'on a vues, ça consistait en une action. C'est bien de savoir qu'on a une intelligence. Bon, je suis intelligent, voilà, ça est très bien. Mais le bonheur vient de ce que j'utilise mon intelligence, je fais de la recherche, etc. Le bonheur, donc, est dans un acte. Donc, je veux dire, le bonheur, en effet, c'est pas la grasse matinée. Désolé, hein. Ce n'est que l'amorce du bonheur, ça nous dispose au bonheur. C'est pas du tout pareil. Deuxième étape, là, ça va nous occuper un petit peu plus. C'est le bonheur est une activité conforme à notre nature. C'est une banalité aujourd'hui que de parler du respect de la nature, mais attention, hein, quand on parle du respect de la nature, oui, très bien, respectons la nature qui est autour de nous, mais respectons la première des natures, à savoir notre nature à nous. Donc le bonheur d'abord doit correspondre à notre nature. Je dis ça parce que vous savez, on parle beaucoup du poulet aux hormones, par exemple. Vous savez que lorsque gentiment on donne une pilule contraceptive à quelqu'un, ça contient 100 000 fois plus d'hormones que ce fameux poulet aux hormones qui fait peur à tout le monde et qui ne va faire peur à personne. Donc, respectons vraiment notre nature. Or, c'est quoi notre nature? Et c'est là que vous vous rendez compte que la philosophie morale va se fonder sur la philosophie de l'homme que nous avons vue. Notre nature, ce n'est pas notre nature sensible. La vie sensitive, ce n'est pas notre nature humaine. C'est une nature qui est commune à l'homme et à l'animal. Notamment, donc, tout ce qui intéresse, par exemple, celui qui mettra sa vie dans le Don Juan ou celui qui mettra sa vie dans les bons repas, etc. Je suis désolé. Il ne déploie pas, il n'épanouit pas sa véritable nature. Il ne développe en lui que sa vie sensitive. Mais ce qui est proprement humain est complètement mis entre parenthèses. Et d'ailleurs, ça se caractérisera par un manque.
il y aura quelque chose qui manquera. Il y aura tout un aspect de lui-même qui ne sera pas dilaté, qui ne sera pas épanoui. Ça se caractérisera d'ailleurs par le fait, très intéressant, de voir qu'il y aura une poursuite indéfinie. Il ne sera jamais satisfait. Parce que justement, ça ne correspond pas à sa nature. Un petit peu comme le pouce-pouce, vous savez, vous avez déjà vu ça, le jeu qu'on appelle le pouce-pouce. Il y a toujours une petite caisse qui manque. Et je crois qu'il y a une raison plus profonde à ça. Celui qui vit dans cette espèce de... D'ailleurs, généralement, les gens qui vivent comme ça, d'ailleurs, vivent une espèce de divertissement, vous savez, au sens où l'utilisait Pascal, ils se divertissent. En général, les gens qui ont une vie comme celle-là n'essayent pas de revenir en eux-mêmes pour voir quel est le fond même de leur être. Ils vivent de manière tout à fait éclatée. C'est une vie à la superficie. C'est l'écume de la vie, on pourrait dire. Ces gens qui vivent à l'écume d'eux-mêmes, à la superficie d'eux-mêmes. Et ces gens-là, je dirais, pour faire allusion à un livre de Marie-Dominique Molinier, n'ont pas le courage d'avoir peur du vide de leur vie. Il y a très peu de gens qui ont le courage d'avoir peur. Et je dirais pas seulement qui ont le courage d'avoir peur, mais qui ont le temps d'avoir peur. Parce que la première réaction de celui qui s'étourdit, c'est de ne pas s'arrêter pour prendre du temps. L'homme pressé, vous vous rappelez le film, l'homme pressé. C'est pas par hasard, je veux dire, si on vit dans un monde où il y a très peu de recueillement, très peu de silence, et très peu de temps d'arrêt. On vit dans un monde où constamment on est, nous-mêmes d'ailleurs, est-ce qu'un jour on a eu le courage de nous arrêter, même si on est chrétien, de nous arrêter, de dire, mais pourquoi est-ce que je fais ça? C'est bien souvent on est chrétien par étiquette, et beaucoup d'actions que l'on fait, finalement, on les fait, soit fait par habitude, soit fait pour soi. Mais est-ce qu'on s'est vraiment posé les questions essentielles? Est-ce qu'on a vraiment eu le courage de voir le vertige qu'il y a sous nos pas, pour se rendre compte que le seul vertige qui puisse vraiment nous attirer, c'est celui qui est au-dessus de nous, et pas celui qui est en dessous. L'abîme appelle l'abîme. Et il y a une autre raison pour laquelle la vie sensitive, la vie de l'homme sensible, ne peut pas combler l'homme, c'est parce que cette vie-là boucle sur nous-mêmes. C'est important ça. La vie sensitive boucle sur soi-même parce que je vous rappelle que la finalité, notamment de la nutrition ou même du plaisir sexuel, c'est soi. L'animal ou l'instinct ne cherche que son propre bien. Quand vous regardez, je ne sais pas qu'on a une fourmi, même une fourmi, je veux dire, c'est purement instinctif, et elle cherche son propre bien, qui est sa place dans la communauté fourmi. Elle ne donne pas sa vie. Alors que l'homme, justement, lui, a un être qui est inachevé par lui-même. Alors que la vie sensitive boucle sur elle-même, l'homme, quand il se retrouve face à lui-même, il est forcément insatisfait parce que l'homme, constitutivement, a besoin de l'autre. L'homme n'est pas quelqu'un qui peut s'achever par lui-même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais l'homme ne peut pas vivre seul. On en parlera en politique, de l'ermite, de l'homme seul. Alors notre nature, si ce n'est pas la vie sensitive, c'est quoi? Eh bien, c'est la vie de notre esprit. C'est la vie proprement spirituelle, pas au sens surnaturel du terme, mais c'est la vie d'intelligence et de volonté. C'est une vie d'ouverture à l'autre. Et donc le bonheur va devoir consister en cette vie proprement spirituelle, en cette vie d'intelligence et de volonté. Là, je suis au niveau proprement humain. C'est le registre et le clavier proprement humain. Et cette vie-là, la vie d'intelligence et de volonté, est une vie d'ouverture à l'autre et de dépendance. Par l'intelligence et la volonté, je suis en relation avec les autres. Et par nature, nous sommes faits pour l'autre, pour notre semblable. Je ne suis pas fait pour avoir des ouistitis, des chimpanzés, des cacatoès chez moi. Bon, ça peut être bien, mais c'est pas ça qui me rend heureux. Même si mon araignée, manifestement, a l'air d'avoir une plus grande affection pour moi aujourd'hui qu'hier. Bon, c'est bien. Mais c'est quand même pas ça qui va me combler. L'homme, par son intelligence et sa volonté, est ouvert à l'autre. À l'autre personne. Troisième temps. Premier temps, le bonheur est une activité. Deuxième temps,
c'est une activité qui est propre à notre nature, donc une activité de l'intelligence et de la volonté. Maintenant la question, le bonheur est-il une activité de connaissance ou d'amour? Est-il une activité de l'intelligence ou de la volonté? En effet, les deux m'ouvrent à l'autre, vous vous rappelez ce qu'on avait vu. L'intelligence, comme la volonté, m'ouvre à l'autre. Alors, ne répondons pas trop vite. Est-ce que c'est la connaissance ou l'amour? Eh bien, le bonheur implique d'abord la connaissance. C'est important de le rappeler. Il faut d'abord que je connaisse ma finalité. Il faut que je la connaisse. Regardez, vous vous rappelez ce qu'on disait la dernière fois, on ne désire que ce que l'on connaît. Si vous ne connaissez pas, moi je ne sais pas, les îles Hawaï, ça vous fait rêver, je ne sais pas. Si vous ne les connaissez pas, vous ne désirez pas y aller. Il faut connaître. Et c'est important de noter qu'aujourd'hui, beaucoup de bonheurs sont passagers, factices et même complètement illusoires par manque de connaissances. Notamment puisqu'on a vu que le bonheur implique une relation aux personnes. Beaucoup de couples sont construits sur une ignorance totale. C'est frappant, ça, de voir ça. Et justement, il n'y a pas de bonheur parce qu'on ne se connaît pas. Et tout à coup, quand on découvre l'autre, ah bon, ce n'est que ça. Alors ça, c'est la grande désillusion, vous savez. Attention, par rapport aux illusions. On n'a pas le droit de perdre ses illusions parce qu'on n'a pas le droit d'en avoir. Je crois que c'est un axiome qui est bien plein de sagesse. On n'a pas le droit de perdre... mais je ne pensais pas qu'il était comme ça. Ben oui, mais on n'a pas à avoir d'illusions sur l'autre. On a à le connaître. On ne vit pas de... Ça, c'est une des conceptions du bonheur, c'est la conception artiste du bonheur, vous savez. On construit des choses, vous savez, c'est toute la vie de Karen Blixen. Vous savez, on construisait. On imaginait des choses. Non. Donc le bonheur se construit sur la connaissance exacte, sur la connaissance juste et vérifiée. Et toujours par rapport à la connaissance, il faut noter qu'il y a un grand bonheur dans la contemplation, notamment dans la contemplation de la beauté. Et donc, il y a un bonheur très réel dans le fait de contempler, dans le fait de connaître, notamment connaître la vérité. Et cet élément d'ailleurs de bonheur vient justement de la part de beauté notamment qu'il y a dans la vérité, espèce d'éclat. On reparlera de la beauté. Parce que justement dans la beauté, il y a une part de gratuité. Et qu'il y a un véritable bonheur lié à cette gratuité. C'est très important dans toutes nos vies, si chargées soient-elles, de réserver une part de gratuité. Un exemple personnel. J'ingurgite un certain nombre de livres où je travaille un peu intellectuellement, ne serait-ce que pour préparer les cours. Je m'oblige toujours dans mes lectures à me réserver une part, je dis bon, mais ça, c'est pour mon plaisir, proprement. Je me dis, mais ça, au moins, ce livre-là, alors il faut bien le choisir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps chacun, mais ce livre-là, je le choisis gratuitement. Non pas parce que je dois faire un cours dessus ou bien parce que je dois le travailler pour telle ou telle chose, mais gratuitement. Ça, c'est capital. Il faut un peu d'oxygène dans nos vies. C'est l'analogie que donnait Saint Jean. Il disait, quelqu'un disait, mais pourquoi est-ce qu'il faut se détendre? Il disait ça parce qu'il voyait les disciples de Saint Jean. Il disait, mais tes disciples sont en train de rigoler, ils font un culbute, etc. Mais pourquoi est-ce qu'ils se détendent là? Ils devraient prier. Il dit, apporte-moi un arc. Il apporte un arc. Il dit, tends-moi l'arc. Il commence à tendre l'arc. Tends-moi encore plus l'arc. Il tend plus l'arc. Allez, encore plus. Il dit, mais non. Si je tends encore davantage, l'arc va se rompre. Et voilà. Tu demandes qu'ils travaillent, qu'ils fassent plein de choses, etc. Oui, bien sûr, mais s'ils ne font que ça, ils vont se rompre. Il faut donner une place proprement. Cette gratuité, justement, cette place de gratuité et de loisir au sens donc justement de pure gratuité. C'est tellement important. C'est ce qui nous permet On a un droit au repos. C'est ce qui fait le scandale justement de Germinal. Quand on lit Germinal de Zola, justement, c'est ces gens qui travaillaient 13-15 heures par jour. Non. Mais le bonheur ne consiste-t-il que dans la connaissance? Non. Le bonheur ne peut pas consister seulement dans l'opération intellectuelle de connaissance. D'abord, parce que le bonheur
demande l'union réelle avec avec ce qui est l'objet du bonheur. Le bonheur demande l'union réelle, objective, et non pas seulement subjective. Pour vous redonner un exemple que vous connaissez, ça ne me rend pas heureux de savoir ce que sont les vacances. Bon, je sais ce que sont les vacances, je connais la définition des vacances. Ah, ce qui me rend heureux, c'est d'être en vacances. C'est l'union réelle de mon être avec les vacances, tout à fait différent. Le bonheur, c'est l'union réelle. Or, la connaissance, c'est une union non pas réelle, mais dans ma tête. L'ami, il ne suffit pas pour l'ami seulement qu'il sache que son ami existe, qu'il sache qu'il a telle couleur de cheveux, etc. Son bonheur à l'ami, c'est de se retrouver avec son ami. Donc c'est la convivialité, c'est le fait de vivre avec. L'amitié suppose non pas seulement... Vous savez, une amitié, ça ne s'entretient pas seulement par des lettres. Ça suppose de vivre ensemble. Donc, première raison, hein, la connaissance, elle est tournée vers l'amour. Elle est tournée vers l'union réelle. La connaissance n'achève pas le mouvement. La connaissance demande l'amour. Plus je connais, plus je veux aimer. Et plus je veux rencontrer celui que j'aime. Il y a une deuxième raison, c'est que la connaissance comporte toujours un risque d'autisme. Autisme au sens de auto, vous savez, soi-même. Un risque de repli sur soi. La connaissance comporte toujours un risque de repli sur soi. Il y a toujours une espèce de risque d'idéalisme, vous savez. Je suis la référence de la vérité. Il y a toujours un risque, en même temps, il y a toujours un risque de perte de sens du concret de l'expérience. Par la connaissance, je vis dans mon monde et je perds le sens de la réalité. Et donc je ne rejoins plus l'autre ultimement. Celui qui ne vit que dans la connaissance, j'en connais comme ça, je me rappelle toujours une amie comme ça, quand on était, je sais pas, par exemple, on faisait des superbes balades, en bateau par exemple, et bien elle emportait une cargaison de bouquins fantastiques. Elle disait, mais regarde comme c'est beau. Il disait, mais non, les bouquins sont encore plus passionnants. Elle ne savait pas ouvrir les yeux. Il disait, mais j'apprends plus de choses dans le livre que dans la réalité. Mais ça, je peux vous dire qu'en tout cas pour l'intellectuel, c'est un risque permanent. Le refus du contact avec la réalité. Ça fait penser à la très belle pensée d'un philosophe contemporain que j'ai juste évoqué une fois, je crois, qui s'appelle Emmanuel Levinas, un philosophe juif, qui se pose la question de savoir comment se fait-il que nos pays occidentaux en aient pu arriver au camp de concentration. Ça, c'est une des pierres d'achoppement de la philosophie contemporaine, mais pourquoi la Shoah? La Shoah, c'est les camps de concentration qui ont exterminé les Juifs. Comment ça se fait? Comment les camps de concentration ont-ils pu naître? Et il fait une analyse assez étonnante, où il dit que c'est venu d'une philosophie qui a complètement cancérisé, qui a complètement gonflé la sphère de la connaissance. Et ces gens-là en sont venus, au nom de la connaissance, à justifier n'importe quelle pratique et à finalement gommer la réalité de l'autre. Par la connaissance, toute chose vient en moi, au point que l'altérité, je ne la remarque même plus. La connaissance fait qu'au nom de la connaissance, je justifierai n'importe quoi. Regardez ce qu'au nom le communisme, depuis le début du siècle, a fait, vous savez combien de morts? 180 millions. Au nom d'une idéologie, c'est ce que dit Solzhenitsyn. Les pires crapules, les pires scélérats dans l'œuvre de Shakespeare faisaient au maximum une dizaine de morts. Pourquoi, dit-il? Parce qu'ils étaient sans idéologie. Très très fort comme réflexion. C'est l'archipel du Goula sur la page 170, le premier tome. Les pires scélérats dans l'œuvre de Shakespeare, sans idéologie. C'est quoi l'idéologie, justement? C'est la pure connaissance. C'est le type qui vit dans son monde et qui, au nom de son idée, va sacrifier l'individu pour l'humanité avec un grand H, comme un immeuble de 6 étages. Mais, au nom de l'humanité, je fais n'importe quoi.
Alors que justement, le contact avec l'expérience qui vient de l'amour, qui vient de ce que je m'intéresse à l'autre, fait que je verrai le visage de l'autre, le visage innocent de l'autre, le visage que je ne peux pas frapper, comme il dit. Ce visage dans toute sa pauvreté, sa vulnérabilité. Donc ça, c'est le grand risque de la connaissance. C'est la perte du contact avec la réalité. J'avais toujours été très frappé lorsque j'étais allé voir le château de Montaigne, qui se trouve en Dordogne. Alors on rentre dans sa cour, dans sa tour, il avait une belle tour, et là-dedans, il avait une des plus belles collections de livres de grec et de latin de l'époque. Il était extrêmement fier, il s'était fait graver des citations grecques et latines sur les poutres de sa pièce. Et il y avait aussi marqué, dans un coin, il y avait je ne sais plus si c'était un manuscrit, en tout cas c'était marqué, de la part de Montaigne, « Ah, dans cette tour, enfin, je me sens heureux avec mes livres. Et je me sens heureux parce que là, au moins, je suis loin de ma famille. Oh. » Il m'était bien sympathique, Montaigne, mais alors là, je dois vous dire qu'il a vraiment baissé dans mon estime. Hein. Et c'est typiquement l'intellectuel. Son bonheur, moi et mes bouquins. Moi et mon intelligence. Et ça, c'est le danger de l'intelligence, c'est que ça boucle sur soi. Et ça fait perdre le sens. Mais il y a tellement d'intellectuels comme ça, je veux dire. Ça fait perdre. L'intelligence est une très belle chose, mais corruptio optimi pessima, mais elle fait encourir un des plus grands risques. La corruption du meilleur donne le pire. Un des plus grands risques. Voilà, boucler sur soi. Enfin, troisième raison pour laquelle le bonheur ne se trouve pas dans l'intelligence seulement, c'est que la connaissance ramène l'autre à soi. Dans la connaissance, l'autre vient en moi. Alors, il y a au moins 2 cas, ou même 3 cas. Si je connais une pierre, la pierre, un être qui n'est pas spécialement noble, c'est qu'une pierre, mais quand je la connais, comme elle vient en moi, par la connaissance, elle acquiert une grande noblesse. Quand je connais la pierre, elle a comme on avait la dernière fois, une immatérialité qui lui donne une grande noblesse. Donc tant mieux pour la pierre qu'elle soit connue. Il vaut mieux donc connaître une pierre que l'aimer. Quand j'aime une pierre, je m'abaisse à la pierre. Quand je la connais, je l'élève à moi. Quand je connais une pierre, je m'abaisse. Quand je connais une pierre, donc je l'élève à moi, mais quand je l'aime, je m'abaisse à elle. Puisque l'amour m'unit réellement à la chose. Donc je me situe au niveau de ce que j'aime. Celui qui n'aime que les tortues, je ne dis pas qu'il devient tortue, mais en l'occurrence, son amour est quand même assez tortueux. Bon. Mais sinon, je m'élève. Alors, quand j'arrive à l'homme, qui est donc mon égal en nature, est-ce qu'il vaut mieux le connaître ou l'aimer? Est-ce qu'il vaut mieux tendre vers lui ou bien l'avoir en moi? Eh bien, il faut se rendre compte que je ne connaîtrai jamais totalement quelqu'un. Je ne connaîtrai jamais totalement quelqu'un. D'ailleurs, connaître totalement quelqu'un, c'est courir toujours le risque de le juger. Alors que l'amour, lui, embrasse tout l'être. Quand j'aime quelqu'un, j'aime tout l'être. Le petit enfant, quand il aime son papa, il dit pas « Bon, je t'aime comme ça, mais tu sais, moi, je t'aime pas dans ta vie professionnelle, je sais pas. » Non, il aime tout son papa. Dans la connaissance, vous connaissez ce que vous pouvez connaître, mais ce que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas unis à ce que vous ne connaissez pas. Par contre, dans l'amour, lui, atteint et embrasse tout l'être aimé. Et donc l'amour dépasse toujours la connaissance. L'amour, dirais-je, met une croix sur toutes nos tentatives de saisie des êtres. Donc tout ça nous montre que c'est important, parce que sinon un petit enfant ne pourrait pas... Un petit enfant, il balbutie ce qu'est son papa peut-être, mais il aime totalement. Il aime d'un amour très réel. Ton papa, sa maman, pardon. Il n'y a pas de ségrégation. C'est même le grand bonheur de la mère. Vous savez qu'en psychologie en général, le premier mot qu'il prononce, c'est papa. C'est très beau de voir l'effacement de la maman qui apprend à dire à l'enfant papa. Bon. Donc la connaissance, ce n'est pas seulement dans le bonheur n'est pas d'abord dans la connaissance, il est dans la connaissance, mais qui va nous mouvoir et se transmuer en amour. Donc le bonheur est et s'achève dans l'amour. Ah.
C'est maintenant ce qu'il va falloir voir. La connaissance coule en amour et le bonheur n'est pas dans la connaissance, il est dans l'amour. Le bonheur, il est dans la rencontre de l'aimé, de l'ami. C'est cela l'amour, c'est la rencontre de l'autre. Alors attention, le bonheur n'est pas dans l'amour. Très important de voir ça. Le bonheur n'est pas dans le plaisir à aimer. Ça c'est important ça. Il n'est pas dans le plaisir ou dans l'amour, il est dans l'autre que j'aime. Il est dans celui que j'aime. Là il y a quelque chose d'assez subtil, une espèce de perversion subtile de l'amour. Ah oui, l'amour, oh c'est beau l'amour. Je suis tombé amoureux de l'amour. C'est Narcisse. C'est tellement beau. C'est vrai que l'amour est un sentiment tellement profond que j'en viens à me dire, mais c'est vrai, c'est tellement beau l'amour qu'on a entre nous, mais je ne contemple plus que l'amour que j'ai. Narcisse, il veut dire qu'il se contemple et qu'il tombe dans son image. Et il y a une manière de rechercher, veut dire que l'amour est finalement de se rechercher soi-même. Mais ça veut dire, alors attention, celui qui aime plus l'amour que l'ami ne va pas tarder à se retrouver sans ami. Celui qui finit par plus aimer que son amour à lui, il va perdre son ami. Alors c'est là, c'est très important, il faut apprendre, et c'est le grand paradoxe de la vie humaine, à se détacher de l'amour que l'on a pour quelqu'un. J'enfonce encore le clou, parce que ça, il faut bien l'enfoncer aujourd'hui. On n'aime pas d'abord pour soi, pour son épanouissement propre. L'amour n'est pas d'abord bon parce que ça m'épanouit, mais on aime pour l'autre. Alors là, je vise de manière féroce toute la conception freudienne de l'amour, qu'il développe dans sa métapsychologie. Alors ça, pour lui, l'amour, ce n'est rien d'autre que, toute espèce de vie, ce n'est rien d'autre que réduire la tension. Bon, j'ai une tension en moi qui est, je veux partir en vacances, il faut absolument que je me détende, et donc que je parte en vacances. Mais pour lui, il veut dire, tout l'amour, ce n'est rien d'autre que réduire une tension qui est en moi. L'autre, ce qu'il est, peu importe. L'autre n'est que le moyen par lequel je vais assouvir ma tension intérieure. Ça, non. Ce qui est premier, c'est pas moi, c'est pas le sujet, une espèce d'idéalisme subtil dans le freudisme. Un idéalisme au niveau affectif. Je ne m'intéresse qu'à moi. Je ne cherche qu'à réduire mes tensions intérieures. Non. Le bonheur n'est pas d'abord en moi, il est d'abord dans l'autre que j'aime pour lui-même. Et si justement on recherche l'autre pour soi et pour son épanouissement, on a toutes les chances du monde de le rater. On va en reparler justement. Si je recherche le bonheur pour moi et pour mon épanouissement, j'ai toutes les chances de ma vie de rater le bonheur. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas être lucide, il faut connaître. Mais si je ne recherche que mon épanouissement personnel, entre parenthèses, c'est tout le problème de l'enfant, vous savez, dans le couple. On veut un enfant. Non. C'est très beau de désirer un enfant, mais il y a une manière de dire, on veut un enfant, parce que sinon, on ne sera pas épanoui, qui fait que l'enfant est réduit à un objet d'épanouissement. Que l'enfant épanouisse, tout à fait, mais l'enfant mérite d'être aimé pour lui-même et jusqu'au bout pour lui-même. Ce qui explique d'ailleurs toute la prise de position romaine justement par rapport au don de la vie. L'enfant n'est pas d'abord un facteur d'épanouissement. L'enfant est tellement grand qu'il n'est pas là pour hacher notre amour. L'enfant n'est pas un moyen. C'est une fin. Très très important ça. On a des relations qui sont tellement utilitaires. L'autre est pour moi. Regardez un petit peu. En général, c'est une espèce de contrat tacite donnant-donnant. Oui, d'accord, bon, c'est vrai que ça peut être utilitaire, mais entre nous veut dire, mais moi je lui file ça, mais il me file ça aussi en échange. Pas du tout. C'est aussi immoral d'un côté comme de l'autre. C'est pas l'immoralité de l'autre qui corrige votre moralité, votre immoralité à vous. Pas du tout. Tout ça, ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire que, par nature, l'amour est oblatif. Par nature, l'amour est tourné vers l'autre. Oblatif, ça veut dire tourné, par opposition à captatif. Aimer pour soi. Bon, la glace au chocolat, vous l'aimez pour vous, bien sûr. Moi, j'espère. De toute façon, la preuve, c'est que la glace au chocolat elle disparaît vite. Mais l'autre personne, c'est pas pour vous que vous l'aimez, c'est pour elle. Donc l'amour est par nature oblatif, donc l'amour est fait pour le don de soi. La structure même de l'amour, elle est de don, de donation. Et sachez toujours que dans notre vie,
Si je ne pense pas à moi, je pense à l'autre. Hein, c'est une espèce de... C'est l'image des deux seaux. Hein, vous prenez une poulie, il y a deux seaux. Plus votre amour de l'autre grandit, et plus votre amour de vous-même diminue. Mais inversement, plus vous pensez à vous-même, et moins vous pensez aux autres. Vous pensez toujours aux deux seaux. Est-ce que je pense plus à moi ou aux autres? Donc l'amour est don de soi, et pour continuer, c'est lorsque je cherche l'autre, et l'autre rien que pour l'autre, que je me trouve moi-même. Parce que vous dites, mais où est-ce que je suis là-dedans? Mais si je pense qu'aux autres, finalement je ne me trouve plus, j'existe plus. Pas du tout. C'est justement lorsque vous pensez à l'autre que vous allez vous trouver vous-même et vous réaliser. Ah, aujourd'hui je veux réussir ma vie. Eh oui, c'est en ne pensant pas à soi qu'on se réalise. C'est un petit peu, je dirais, comme le problème du pianiste. C'est lorsque le pianiste ne pense plus à ses doigts qui sont en train de courir sur le clavier qu'il joue bien. Si le pianiste est en train de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ça qui fait les fausses notes. Parce que quand il commence à penser à ce qu'il fait, ça ne marche plus. Donc, c'est en vous oubliant vous-même que vous accomplissez toutes les virtualités qui sont en vous. Si vous êtes continuellement en train de faire l'introspection, de dire, mais est-ce que oui ou non je suis en train d'épanouir telle portion de mon être, je ne sais pas quoi, vous figez le mouvement, vous perdez la spontanéité, et vous perdez en même temps toute la capacité que vous avez de vous donner. Le don, ça ne se reprend pas. Et il y a beaucoup de manque de bonheur dû à ça. On a peur de se donner. La peur, toujours pareil, hein, le courage d'avoir peur. Hein. Alors ça veut dire aussi une dernière chose par rapport à l'amour, qui est très importante. L'amour, donc vous vous rendez compte, si j'aime l'autre pour l'autre, l'amour implique la vulnérabilité et la dépendance. Parce que c'est vrai, j'aime l'autre pour l'autre, donc je cours le risque de l'infidélité de l'autre. Oh oui, ça c'est vrai. Sa liberté lui appartient, et plus j'aime quelqu'un, plus je respecte sa liberté d'ailleurs. Alors voilà le vrai courage, c'est d'accepter de mettre sa vie dans l'amour, et donc là de vraiment risquer ça. Parce que là, on risque, il y a un engagement, il y a un risque, c'est vrai. C'est ça le véritable risque qu'il y a dans la vie. Alors là, oui, toute vie est fondée sur un pari, sur un risque. C'est celui-là, c'est le risque de l'amour. D'où le danger de tous ces concubinages qui se font sans engagement, sans risque. Et toutes les blessures qui s'en suivent d'ailleurs. Alors donc on se rend compte que l'amour implique en effet que dans l'homme il y a une vulnérabilité. L'homme, on pourrait le dire par définition, est un être vulnérable. Et plus vous aimez, plus vous serez vulnérable. C'est pour ça qu'on assiste à tellement de gens aujourd'hui qui sont comme carapassonnés. Ils ont été meurtris par la vie, 2-3 choses, et puis ils se disent, bon ben c'est comme ça, et on se désespère, et ayant peur d'être blessé de nouveau, je vais vivre pour moi tout seul. Il y a bien des fuites intellectuelles qui sont dues au fait que j'ai été blessé par les autres, maintenant je veux ma vie pour moi. Mais le problème, c'est que c'est pas le bonheur. Alors, le problème maintenant de savoir, oui, mais comment réussir à vivre une vie avec ces balafres, et comment réussir à vivre une vie en acceptant les blessures, et surtout en pardonnant par rapport à ces blessures. Alors là, je vous dirais que je crois que la philosophie n'a pas de réponse. C'est pas la philosophie qui peut donner une réponse à une question pareille. Elle le constate simplement. Et elle peut simplement vous dire que si vous fuyez dans la vie intellectuelle, il n'y aura pas de bonheur. Vous fuyez votre véritable nature qui est de vous donner. Parce que naturellement, ce qui est dessous, c'est que le véritable amour, il est fait pour être partagé. Et que s'il y a des balafres, s'il y a des plaies, s'il y a des blessures, c'est parce que l'amour, bien souvent, n'est pas réciproque. Et que la réciprocité de l'amour, c'est ce qu'on appelle par définition l'amitié. Dernière étape, on arrive à la fin. Mais on a dit que l'amour, qui est notre bonheur, est fait pour l'autre. Mais quel autre? Première réponse, la personne humaine. Est-ce que c'est la personne humaine qui fait le bonheur? Est-ce que l'amour d'une personne humaine peut combler le désir de bonheur qui est en nous? Je suis désolé, non. L'amour partagé entre deux personnes, notamment entre un homme et une femme, dans le mariage, est la plus belle des choses qui soit. Ça, c'est vrai. La plus belle des choses qui soit au niveau créé, précisons, ça ne comble pas l'homme. J'espère que je ne crée pas de désillusion. La preuve, d'ailleurs, c'est que, justement, l'homme n'est pas purement satisfait par ça. C'est pour ça qu'on peut expliquer beaucoup même de
de divorce ou d'adultère par ça, mais il dit, mais ah bon, mais bon, au bout de 2-3 ans, mais c'est vrai, il n'y a que ça. Ben oui. Pourquoi? On l'a vu la dernière fois, parce que dans l'homme, il y a une blessure d'infini. Dans l'homme, il y a une ouverture à l'infini. Et l'amour d'une personne, c'est toujours fini. Ça ne peut pas vous combler. C'est immense, ça ne peut pas vous combler. Je ne veux pas seulement dire que vous perdez vos illusions, c'est pas ça du tout. Mais c'est que la personne a une finitude qui n'étanche pas votre soif, votre ouverture, votre volonté constitutivement est ouverte à l'infini. Attention, et c'est là où c'est important, et cet infini-là, ce n'est pas un infini de succession. Cette ouverture à l'infini, c'est un infini de totalité, et le cri même d'ailleurs de la volonté, c'est pas l'infini, c'est tout de suite. Ce qui comble la volonté, c'est l'infini, mais tout de suite. L'infini tout de suite. Je veux dire que, en effet, ce qui caractérise justement l'infini de la volonté, c'est que, par exemple, Don Juan, ce sera toujours plus de conquête. Harpagon, toujours un sou de plus dans la cassette. Le libéral, toujours plus de liberté. Le socialiste, toujours plus de justice. Il cherche l'infini, mais dans la succession. Il n'est jamais heureux. Jamais. Or, qu'est-ce qui est l'infini tout de suite? Les religions nous donnaient un nom, c'est Dieu. Nous sommes donc à même de conclure. Quel est le bonheur de l'homme? On l'a vu, ce n'est pas la loi, ce n'est pas le devoir. Ce n'est pas non plus le sentiment, ce n'est pas avoir des sensations, etc., etc. Le bonheur de l'homme, d'abord, ça concerne le meilleur de l'homme. Le bonheur, c'est une invitation à se dépasser, c'est une invitation à regarder ce qu'il y a de meilleur en nous. Deuxièmement, le bonheur, ça requiert une ouverture, un don de soi. J'ai même parfois jusqu'au sacrifice, parce que c'est parfois aimer l'autre pour l'autre jusqu'au sacrifice. Et ultimement, le bonheur est une ouverture à l'infini. Et on se rappelle la parole d'Augustin au début des Confessions. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, Dieu, et notre cœur est sans repos. En latin, c'est inquiet, la quiétude, sans repos. Notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi. Mais malheureusement, la philosophie ne nous donne pas Dieu. Et là, je crois qu'il faut se rappeler le cri tragique et en même temps qui révèle l'aspiration la plus profonde de l'homme, qui est le cri d'Aristote, qui, constatant ça, dit « Oh, mes amis, il n'y a pas d'amis.